Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette principale édition de la soirée. Voici les titres. Le président Macky Sall et Idrissa Seck parlent des défis qui attendent le Sénégal. C'était ce matin au cours d'une audience. Macky Sall a également reçu les ambassadeurs du Canada, de la Palestine, de la République populaire de Chine et du Mali. Vous les entendrez dans un instant. Le gouvernement de Souleymane Ndéné Ndiaye a présenté ce matin sa démission au président sortant maître Abdoulaye Wade, occasion saisie par ce dernier pour féliciter l'ensemble de ses collaborateurs et prodiguer des conseils. Rencontre avortée entre les chefs d'État de la CEDEAO et les putschistes au Mali. Et pour cause, l'appareil transportant la délégation n'a pas pu atterrir à l'aéroport de Bamako-Sénou. Les partisans de la junte avaient très tôt investi les lieux. Idrissa Seck a été reçu ce matin par le président Macky Sall. Au menu des discussions, la stratégie à adopter pour mieux faire face aux défis qui attendent le Sénégal et soulager les populations. Par ailleurs, il y a eu un défilé d'une partie du corps diplomatique accrédité à Dakar. Il s'agit des ambassadeurs du Canada, de la Palestine et de la République populaire de Chine. Les voici maintenant à leur sortie d'audience au micro de Pat Birambi Ndiaye. J'ai eu l'honneur de transmettre au président élu de la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, le message de félicitations qui lui est adressé par son homologue chinois, le président Hu Jintao. Nous sommes entièrement disposés à poursuivre et à développer cette coopération pour la porter à de nouveaux paliers. Parce que la Chine attache une très grande importance à ses relations d'amitié et de coopération avec le Sénégal. Je suis venu pour féliciter le président Sall pour sa victoire électorale et bien sûr pour féliciter aussi le peuple sénégalais pour cette grande exercice exemplaire démocratique de dimanche passé. J'ai profité de l'occasion de parler avec le président élu sur les relations bilatérales avec le Canada. Ce sont des relations très étroites et très diversifiées qui incluent la coopération pour le développement, les investissements, le commerce et la coopération politique. Donc on a eu une conversation très très positive et je lui ai informé que nous attendons la présence du ministre canadien le lundi prochain pour l'investiture du président Sall. J'ai porté un message écrit de son Excellence Monsieur le Président Mahmoud Abbas à son frère, son Excellence Monsieur le Président Macky Sall, pour le féliciter et aussi pour vraiment féliciter toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais pour la démocratie aux normes qu'on a vues et on a vécu. Et aussi on a parlé de la cause palestinienne, que son Excellence Monsieur le Président Macky Sall connaît très bien le dossier. Elle vient me dire que vraiment la Palestine et le Sénégal c'est très longue histoire. Même quand on était étudiant, on m'a dit qu'on était toujours manifesté en faveur de la Palestine. Et aussi, elle m'a dit que je porte un message oral à son Excellence Monsieur le Président Abbas, le président de l'État de Palestine, pour seulement confirmer que le président de la République sœur du Sénégal, son Excellence Monsieur Macky Sall, va suivre le soutien constant de la République sœur du Sénégal en faveur de la Palestine. Tout d'abord, rendre grâce à Dieu, remercier les populations du Sénégal qui ont opéré ce grand changement qui ancre définitivement le Sénégal dans la démocratie moderne, apaisée. Nous réjouir de tout cela. Naturellement, lui renouveler mes félicitations. Et nous avons longuement discuté sur l'étendue de ses responsabilités face aux attentes des populations sénégalaises et sur la nécessité de mobiliser toutes les énergies du pays dans cette direction, parce que c'est le seul travail qui mérite d'être abordé sans attendre, satisfaire les attentes des populations. Nous avons fait échec à un troisième mandat anticonstitutionnel, nous avons fait échec à la dévolution monarchique du pouvoir. Il faut se mettre résolument au service du Sénégal et des Sénégalais.
Le président Macky Sall se dit préoccupé par la situation au Mali. Il l'a réitéré à l'ambassadeur du Mali au Sénégal venu lui rendre visite. Son Excellence Moulay Ali Khalil Ascofari en a profité pour féliciter le président élu de la République du Sénégal. Il s'est confié à Pabiram Biguendiaï à sa sortie d'audience. Je suis venu féliciter Monsieur le Président de la République pour sa très brillante élection. Le féliciter au nom de tout le peuple malien et lui faire des bénédictions, lui faire beaucoup de bénédictions pour qu'il ait la santé nécessaire pour conduire à bon port le peuple sénégalais et combler les espoirs de pratiquement 70% des électeurs sénégalais. Évidemment, on ne peut pas rencontrer un Malien aujourd'hui sans parler de la situation au Mali. C'est le président de la République s'est montré très préoccupé. Très préoccupé parce qu'il a beaucoup d'amis au Mali, il a beaucoup d'amitié pour le peuple malien et il a souhaité que la paix revienne vite dans le cœur et dans les esprits au Mali. Et je vous donne lecture de cette lettre de félicitations qui nous vient du Togo. Monsieur le Président élu et chers frères, au moment où le peuple sénégalais vous porte brillamment à la magistrature suprême de votre pays frère, je voudrais vous assurer au nom du peuple togolais et en mon nom propre mes sincères félicitations ainsi que mes ardents vœux de succès dans l'exercice de vos nouvelles fonctions étatiques. À travers ce scrutin vivement salué, les Sénégalais viennent de donner au monde entier un nouvel exemple de leur maturité politique et de leur ancrage dans les valeurs démocratiques. Les relations de fraternité et de coopération entre le Togo et le Sénégal ont connu des développements remarquables dans un esprit d'intérêt commun et je m'en félicite bien sincèrement et vous assure de mon attachement à ces rapports que nous aurons à consolider pour le plus grand bien de nos deux peuples qui partagent les mêmes idéaux. Je demeure également persuadé que votre édifiante expérience d'homme politique épris de paix et de justice contribuera davantage au renforcement de la paix et de la stabilité dans notre sous-région. En émettant mes ardents souhaits de voir votre pragmatisme permettre au Sénégal de poursuivre sa marche dans la voie de l'émergence, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président élu et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. Je vous le disais donc en titre, le gouvernement de Souleymane Ndéné Ndiaye a présenté ce matin sa démission au président sortant, Maître Abdoulaye Wade, occasion saisie par ce dernier pour le féliciter et exhorter les ministres à préparer les passations de service. Maître Wade a aussi suggéré d'éviter de critiquer le gouvernement de Macky Sall. Alassane Cissé. Le rituel de la préparation du Conseil des ministres est ainsi fait. Le président de la République reçoit dans son bureau du palais le Premier ministre, le ministre d'État, directeur de cabinet, le ministre d'État, secrétaire général du gouvernement et ensemble, ils préparent les dossiers du Conseil des ministres. Puis, le chef d'État, accompagné de ses collaborateurs et des ministres des départements de souveraineté, rejoint les autres ministres à la salle des banquets où se tient traditionnellement le Conseil des ministres. Pour ce dernier conseil, l'émotion était perceptible, la tristesse se lisait sur certains visages, surtout que l'ordre du jour tenait à la démission du gouvernement, un acte posé par Maître Souleymane Ndéné Ndiaye. Le peuple souverain vient de consacrer M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Du coup, le gouvernement que j'ai eu l'honneur de diriger depuis le 30 avril 2009 présente respectueusement sa démission à M. le Président de la République. Et je voudrais, en cette occasion unique, lui renouveler mes remerciements pour la confiance chaque fois renouvelée et les remerciements aussi de toutes les dames et tous les messieurs ici présents qui nous ont accompagnés dans cette aventure. Monsieur le Président de la République, pendant 3 ans, ou presque pendant 2 ans, 11 mois, vous m'avez permis de travailler avec une équipe et le résultat est perceptible. Aujourd'hui, le peuple a choisi un autre chemin, une autre voie. Nous
arrêterons pas sans vous dire toute notre gratitude et tous nos souhaits d'une retraite paisible. Et à tous aussi, je devrais dire que l'avenir qui s'ouvre devant nous est plein d'espoir, car nous sommes encore jeunes et pétris de projets pour notre pays. Inch'Allah, Dieu nous donnera l'occasion peut-être de réaliser ces projets-là. Mais en attendant, je prie pour chacun d'entre vous, pour vos enfants, pour votre famille, pour que vous puissiez enfin peut-être vous reposer et peut-être aussi entreprendre d'autres projets. Se conformant à la volonté populaire, le chef d'État a accepté la démission du gouvernement avant de suggérer un bon climat de passation des services entre ses ministres et leurs successeurs. Monsieur le Premier ministre, j'accepte votre démission et celle de votre gouvernement. Comme vous l'avez dit, le peuple sénégalais s'est choisi un nouveau président et du coup, mes fonctions s'arrêteront le jour de la prestation de serment du nouveau président lundi à 11h. J'ai choisi de recevoir la démission du gouvernement de façon tout à fait formelle. Parce que certains disent qu'il n'est pas nécessaire que le gouvernement démissionne. Non. Vous avez été nommé par décret, et un décret est toujours valable tant qu'il n'est pas révoqué. Et si je ne le fais pas, le nouveau président va être obligé de vous révoquer pour nommer d'autres ministres. Et même si on ne faisait pas comme ça dans le passé, moi la différence c'est que moi je suis un juriste. Donc je respecte les principes de droit. Cela dit, je voulais, Monsieur le Premier ministre, vous féliciter personnellement pour votre fidélité, pour votre efficacité, pour votre sens du travail bien fait. Vous féliciter pour avoir su traduire en actes concrets une bonne partie de mes idées, étant entendu que l'autre partie avait été faite avant et qu'il en reste toujours une qui se situe dans le futur. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous demander de transmettre à tous les ministres mes sincères félicitations. Je vous demande de poursuivre l'exécution des affaires courantes jusqu'à la passation de service avec vos successeurs, ce qui interviendra très certainement la semaine prochaine. Dites tout à votre remplaçant, ne cachez rien. Sur le plan de la bonne entente, le président Abdoulaye Wade a conseillé aux ministres sortants d'éviter de critiquer les ministres entrants. Ne critiquez pas le nouveau pouvoir. Il est là, il n'est pas responsable devant nous, il est responsable devant le peuple. C'est au peuple à le juger, c'est pas à nous. Alors abstenez-vous de toute critique. Facilitons-leur les choses. Et puis le reste, le peuple verra. Des prières pour le Sénégal ont mis fin à ce dernier conseil des ministres. Ensuite, le chef d'État a eu une dernière photo de famille avec ce gouvernement avant qu'il ne leur dise au revoir. Et cette fois-ci, c'était sur le parvis du palais présidentiel. Un autre communiqué qui nous vient cette fois-ci du ministère chargé des élections. Le directeur général des élections informe les responsables de partis politiques, de coalitions de partis politiques et de listes indépendantes que le ministre chargé des élections a signé l'arrêté portant création de la commission de réception des candidatures aux élections législatives du 17 juin 2012. La dite commission siège au ministère chargé des élections du lundi au vendredi de 8h
17h à 18h avec une pause de 13h30 à 14h30. Toutefois, pour les besoins du dépôt des titres de coalition de partis politiques légalement constitués et de listes indépendantes, une permanence est assurée jusqu'à minuit les 6 et 7 avril 2012, qui sont les dates limites respectives de dépôt des titres d'une part et des listes des dossiers de candidature d'autre part. Aussi bien les titres que les listes et dossiers doivent être déposés par des mandataires dûment habilités. Pour toute information complémentaire, s'adresser à la direction de la formation et de la communication, signé le directeur général. Et par rapport à la présidentielle du 25 mars dernier, le collectif des missions d'observation électorale a présenté son rapport à la presse. Il regroupe le réseau africain pour la défense de la démocratie et l'observation électorale, la mission des observatoires de la société civile africaine renforcée et la coordination des observateurs électoraux africains. Ces responsables attestent de la régularité du scrutin et saluent l'ancrage démocratique du Sénégal. Voici maintenant un extrait du rapport final lu par Brice Kossouro. Il est le coordonnateur général de la mission. Ses propos sont recueillis par Omindour. Des 2400 bureaux de vote parcourus à travers le pays, il ressort que les opérations électorales se sont déroulées dans la transparence, la liberté et l'équité, réunissant ainsi les conditions et les critères d'une élection démocratique. Aux instances en charge de l'organisation des élections, aux médias, aux acteurs politiques et aux autres missions d'observation électorale, nous disons également bravo pour le travail titanesque abattu. Le président Abdoulaye Wade a redoré le blason de la démocratie en Afrique. Blason sali par le récent coup d'état militaire au Mali. D'aucuns s'attendaient que le Sénégal prenne le virage ivoirien. Mais Maître Abdoulaye Wade a montré qu'il est et demeure une icône parmi les chefs d'État africains. Au nouveau président élu, le président Macky Sall, le collectif Rado Mosca Kozea dit bravo pour cette brillante élection. Que Dieu bénisse le Sénégal. Et nous changeons maintenant de chapitre pour parler de la contribution des femmes entrepreneurs à la formation du produit intérieur brut qui est estimé à un peu plus de 5%. C'est du moins ce que révèle une étude récente portant sur l'évaluation des femmes entrepreneurs à l'économie nationale. L'atelier de restitution de cette étude, commandité par le ministère de l'entrepreneuriat féminin et de la microfinance, a eu lieu ce jeudi, nous dit Yorosar. Alors qu'elles représentent 52% de la population sénégalaise, les femmes entrepreneurs contribuent pour à peine 5,8% à la création des richesses nationales au produit intérieur brut PIB. Ces données sont disponibles pour la première fois au Sénégal grâce à une étude réalisée par le ministère de l'entrepreneuriat féminin et de la microfinance par le biais du projet Confection et mise à jour de la base de données des femmes entrepreneurs logées au sein de la direction de l'entrepreneuriat féminin. Ce projet, financé entièrement par le budget consolidé d'investissement de l'État du Sénégal, vise à lever une des contraintes majeures auxquelles sont confrontés les décideurs politiques et toute autre partie prenante au développement de l'entrepreneuriat féminin, à savoir la disponibilité des données fiables et régulières sur les femmes et particulièrement celles qui s'investissent dans le domaine économique. Première étape vers la mise en place d'un système d'information et de gestion de l'entrepreneuriat féminin dans notre pays, cette étude confirme que l'objectif de porter à 50% du PIB la contribution des femmes entrepreneurs à l'économie nationale d'ici 15 ans est un objectif réaliste. Cette démarche traduit également la vision déclinée dans le document de stratégie de développement de l'entrepreneuriat féminin à travers une émergence économique portée par les entreprises de femmes. Autrement dit, un Sénégal où les femmes entrepreneurs ou celles souhaitant le devenir, tant en milieu rural qu'urbain, créent, gèrent et développent des entreprises selon les normes internationales dans les créneaux porteurs de l'économie nationale et africaine et dont la contribution est ressentie significativement dans la création d'emplois,
la formation du PIB et la réduction des vulnérabilités. Ainsi donc, la validation de l'étude entamée aujourd'hui permettra certes de rendre visible le travail des femmes, mais elle sera surtout de nature à mettre à la disposition des politiques un outil d'aide à la prise de décision. Cet enjeu ouvre, selon le directeur de cabinet d'Amgaï, de nouveaux horizons qui placent les femmes sur une trajectoire émergente faisant éclore leur potentiel entrepreneurial. La stratégie du ministère de l'entrepreneuriat féminin et de la microfinance est de lever les contraintes qui plombent le décollage économique des femmes. De ce point de vue, l'amélioration du système d'information, le renforcement des capacités managériales et entrepreneuriales et l'accès des femmes aux facteurs de production et de commercialisation semblent impératifs pour baliser la voie. Yorosar, après l'adoption du plan d'action national de la résolution 1325, le comité de pilotage entame la phase de sensibilisation. Cet outil des Nations Unies exige non seulement l'implication des femmes dans le processus de maintien de la paix, mais aussi la protection de celles-ci et des jeunes filles. La mise en œuvre éclatante de la résolution a fait l'objet d'une rencontre et notre reporter Diana Badia nous fait le compte-rendu. Nos entreprises. À l'instar des autres pays de l'Afrique, le Sénégal a déjà un plan d'action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325, un instrument des Nations Unies visant à impliquer les femmes dans les actions de négociation et de maintien de la paix, un rôle qu'elles tardent à jouer pleinement selon les participants. Jusqu'à présent, c'est vrai que les femmes sont présentes dans le processus, mais elles sont présentes de manière tout à fait secondaire et aléatoire. Cela dépend juste du bon vouloir des uns et des autres pour que les femmes soient présentes. Prenez l'exemple de la Casamance. Ce que nous voulons à partir de l'implémentation de cette résolution, c'est qu'il y ait une formation formelle en médiation. Les femmes casamançaises doivent donc jouer leur partition dans la crise qui sévit dans leur localité, conformément au troisième pilier de la résolution. Le premier et le deuxième pilier concernent la prévention et la protection des femmes et des enfants en zone de conflit. Tous les points sont pris en compte dans le plan d'action et le gouvernement s'est félicité de la démarche. Le comité de pilotage, grâce à l'esprit d'abnégation des femmes et des hommes engagés à relever les défis, a conduit avec brio le mandat qui lui avait été défini. La démarche participative, appuyée sur les échanges d'idées, la synergie des actions, le partage des visées, fait de notre plan d'action un produit collectif et déjà validé sans difficulté par les acteurs de cette synergie. Toutefois, l'application de cette résolution n'est pas chose aisée. Elle requiert l'implication de toutes les forces vives. Le financement, par ailleurs, pose problème, même si l'espoir est permis. Le grand problème qui reste à résoudre, c'est les fonds, les financements pour mener toutes les activités qui sont prévues. Mais nous avons beaucoup d'espoir parce que beaucoup de partenaires sont ouverts et disponibles à appuyer le processus de la mise en œuvre de la résolution 1325. Cette journée de sensibilisation sur la résolution 1325 est destinée aux associations civiles et aux collectivités locales. Et cela va permettre aux populations à la base de s'approprier cet outil des Nations Unies. Économie dans ce journal avec les structures d'appui au PME de l'espace UEMOA en ordre de bataille. Elles comptent mettre en place un réseau fonctionnel afin d'assister fortement les petites et moyennes entreprises pour un accès facile et durable au financement. À cet effet, Dakar abrite depuis ce matin une consultation régionale. D'abord. Les petites et moyennes entreprises de l'espace UEMOA constituent pour la plupart l'une des mamelles nourricières de l'économie nationale. Elles participent également au PIB. Cependant, ces mêmes PME restent confrontés à des obstacles d'ordre structurel à leur développement. L'ayant compris très tôt, la DPME, en partenariat avec la finance au service de l'Afrique, a voulu entretenir des échanges avec les autres pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour, d'une part, exposer les problèmes et d'autre part, apporter des solutions durables. Au niveau de l'UEMOA, qu'ils puissent voir qu'il y a des convergences et qu'ils puissent eux-mêmes, que l'institution, l'UEMOA, puisse aider les structures d'appui à se doter d'instruments conséquents pour aider le secteur de la petite et moyenne entreprise à porter la croissance en Afrique. Mais l'idée, c'est vraiment
d'aider à trouver des solutions et de pouvoir parler au monde politique et économique aussi, et aux banquiers. Dans cette perspective, les acteurs concernés comptent apporter leur pierre à l'édifice tout en saluant une telle rencontre. Nous nous sommes rendus compte que nous occupe une place très importante dans notre économie. Donc c'est la raison pour laquelle, en rapport avec les partenaires techniques financiers, des privés et tout ce qui gravite autour des PME, nous avons essayé de mettre en place quand même un dispositif de promotion des PME. L'entreprise est dans une dynamique d'évolution permanente. Ce n'est pas un corps qui peut être oui c'est bien, on ne fait plus rien. C'est un corps qui a besoin d'évoluer tout le temps, qui a besoin d'être performant. Le taux de mortalité des petites et moyennes entreprises est très grand. Donc les structures d'appui sont là pour les aider dans leur cheminement. À chaque fois qu'elles ont des problèmes, pour les conseiller et pour les aider également à l'accès au crédit pour le développement de leurs institutions. Cette consultation de 2 jours va déboucher sur la mise en place d'une plateforme régionale entre les structures d'appui aux PME africaines, les autorités régionales et les partenaires au développement. Plateforme qui va se focaliser principalement sur l'amélioration de l'environnement des affaires des petites et moyennes entreprises de l'espace UEMOA. L'actualité hors de nos frontières, et je vous le disais en titre, au Mali, les chefs d'État de la CEDEAO n'ont finalement pas rencontré ce jeudi les putschistes comme recommandé par le sommet extraordinaire d'Abidjan, et pour cause, leur avion a été empêché d'atterrir à l'aéroport de Bamako-Seno par les partisans de la junte. Ils ont très tôt investi les lieux. Le personnel de l'aéroport de Bamako a replié le tapis rouge de la diplomatie. Ce jeudi, les chefs d'État africains de la CEDEAO ont refusé de poser le pied sur le sol malien pour raison de sécurité. Sur le tarmac, des centaines de manifestants étaient venus exprimer leur soutien à la junte militaire qui a mené un coup d'État le 22 mars 2012. Les chefs d'État africains se sont finalement retrouvés à Abidjan pour discuter d'une sortie de crise. Le capitaine Sanogo, auteur du coup d'État, s'est quant à lui rendu à l'aéroport de Bamako. Que le peuple se joue à son armée, pas pour soutenir une armée qui vient rester au pouvoir, mais pour soutenir une armée qui a sauvé le pays. Mais tous ne considèrent pas le capitaine Sanogo comme le sauveur du Mali. Des manifestants favorables au président malien, Amadi Toumani Touré, se sont retrouvés ce jeudi devant la Bourse du Travail. La situation actuelle au Mali est très grave. Elle est très grave de sorte qu'il faut que les militaires retournent dans les casernes. Le Mali aujourd'hui n'avait pas besoin de ça. À 1 mois des élections générales, le Mali n'avait pas besoin de ça. Mais le chef de la junte militaire n'envisage pas de se retirer. Il considère que les conditions ne sont pas réunies pour maintenir les élections fin avril. Les Maliens vivant en Côte d'Ivoire, eux aussi, condamnent avec la dernière énergie le coup d'État perpétré au Mali le 22 mars dernier. Ils sont sortis nombreux mardi devant l'hôtel où se tenait le sommet extraordinaire de la CEDEAO, et c'était pour lancer un appel aux putschistes à retourner dans les casernes. Envoyé spécial à Abidjan, à Boumbaï. Quand un coup d'État est perpétré dans un pays, ce sont les populations qui payent le plus lourd tribut. Avec son lot de désolation, de déplacés et de fissures du tissu économique. Les Maliens vivant en Côte d'Ivoire ne pouvaient en aucun cas rater le sommet extraordinaire sur le Mali pour joindre leur voix à celle des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO en conclave à l'hôtel Ivoire d'Abidjan. Munis de leur banderole, leur seul message ne suffisait pas. Il leur fallait y mettre de la voix pour se faire entendre. Les militaires ont violé la loi chez nous, au Mali. Nous sommes surpris et apprendre un coup que les militaires ont renversé à Tété alors que nous sommes à 35 jours d'une élection présidentielle, c'est-à-dire le 29 avril. Nous ne comprenons pas. Donc nous sommes venus ici aujourd'hui pour demander à la communauté nationale et internationale de nous venir en aide afin de réinstaurer la légalité constitutionnelle. Et autre chose le plus grave, depuis 5 jours, ces événements-là se sont produits. Personne encore, ni les Maliens, ni la communauté internationale, ni la France, personne ne nous a encore dit où se trouve le président ATT et sa famille. Nous demandons aux autorités, à la communauté internationale de nous aider, de nous éclaircir et libérer les prisonniers, les détenus. On ne veut pas coup d'État.
On veut la paix. On veut la paix. Et que les militaires retournent dans les casernes. On veut la paix. Sans que la paix. C'est tout. On veut qu'il y ait la paix au Mali. Et on est fatigué de la guerre, on ne veut pas la guerre, on ne veut pas la rébellion, on ne veut pas de coup d'État en Afrique. Le président malien, qu'il soit là, que la démocratie soit faite au Mali, qu'on va aux élections, le meilleur gagne. C'est ce qu'on est là. Nous sommes des Maliens, nous sommes fiers de Mali, nous sommes fiers d'être démocrates. On n'aime pas la guerre, on n'aime pas le coup d'État. Il faut arrêter ça. Même l'exemple du Sénégal en matière de démocratie s'est invité sur le message. Il y a eu des élections tranquilles au Sénégal. Le perdant a été le premier à appeler son adversaire pour le remercier et le féliciter. Nous souhaiterons une situation comme ça au Mali. On est très content, on est fiers du Sénégal. Parce que le Sénégal a monté un exemple en Afrique. On veut comme le Sénégal. Et l'on espère que ce cri du cœur des populations maliennes va pousser les militaires à retourner dans les casernes. Massiré Faye, Abibou Mbaye, Hôtel Ivoire pour la RTS. Merci Abibou Mbaye. Hors de nos frontières, toujours au Tibet, une série d'immolations défraie la chronique. Ces personnes dénoncent l'occupation de leur pays par la Chine. Il a fini sa course en flammes au milieu d'une foule qui a vainement tenté de l'éteindre. Janfel Yeshi avait 27 ans. Ce jeune Tibétain en exil s'est aspergé d'essence au cours d'une manifestation lundi. Brûlé à 98%, il a succombé hier à ses blessures. Cette tragédie est la première immolation en dehors du sol chinois. Elle s'est déroulée en Inde à l'occasion de la visite en ce moment du leader chinois Hu Jintao. De violentes manifestations ont eu lieu. Sur le torse de cet homme, ou dans les cris de ce manifestant arrêté, un même slogan: Hu Jintao criminel, libérez le Tibet. 30 autres immolations, principalement de moines, ont eu lieu en Chine depuis un an. Des images très rares qui ne passent souvent pas la censure chinoise. Pour les spécialistes, ces actes désespérés sont le seul moyen de lutte des Tibétains, alors que la communauté internationale peine à s'opposer à la Chine. Déjà, quand vous voyez que des immolations n'ont pas réveillé les mouvements internationaux, si seulement il en a fallu 30, les gouvernements sont très frileux quand il s'agit de parler à la Chine et de demander quelque chose fermement. Les Tibétains, estimés entre 5 et 6 millions, se répartissent aujourd'hui dans 5 provinces chinoises depuis l'annexion par Pékin dans les années 1950. Ceux en exil se battent pour l'indépendance. Les autorités chinoises ont accusé le Dalai Lama d'encourager ces sacrifices, ce que dément le leader spirituel des Tibétains, réfugié depuis 53 ans à Dharamsala, dans le nord de l'Inde. Nous revenons maintenant chez nous pour parler de ces 18 chercheurs sénégalais qui viennent de bénéficier d'un voyage d'études de 3 semaines aux États-Unis. Le projet vise à améliorer la formation des chercheurs agricoles et à encourager le partenariat public-privé. Il a été financé à hauteur de 165 millions de francs CFA par USAID ERA, Pabouna Tchao. Ils sont au total 18 chercheurs agricoles et investisseurs du secteur privé à bénéficier d'un voyage d'études de 3 semaines aux États-Unis. Sur place, ils se rendront respectivement à l'université Virginia Tech et à l'université Tuskegee en Alabama, dans le sud-est américain, avant de revenir en Afrique à l'université Makerere en Ouganda. Ce voyage leur permettra de s'imprégner des modèles innovants de formation et de recherche impliquant le secteur privé. L'idée, c'est d'aider le Sénégal pour non seulement le développement économique, mais aussi pour la nutrition et la sécurité alimentaire. Donc tout ce qui tourne autour de ça implique le projet. Cette mission va nous permettre de comprendre les mécanismes susceptibles d'impliquer davantage le secteur privé national dans notre système d'enseignement et de formation, de recherche et de sensibilisation, et de développer à terme des relations durables entre les enseignants-chercheurs, les chercheurs, avec les entreprises et l'agro-business de manière plus générale. Financé à hauteur de 165 millions de francs CFA par USAID ERA, le programme devra permettre aux chercheurs sénégalais de s'inspirer de l'exemple américain en matière d'agro-business et de partenariat entre les instituts de recherche et le secteur privé. And that's not the only benefit.
Les avantages seront nombreux puisque vous allez rencontrer des chercheurs, académiciens et des entrepreneurs œuvrant dans l'agrobusiness. Ainsi, vous allez pouvoir tisser un réseau de partenaires et cela vous permettra de mieux vous impliquer dans les innovations en matière de partenariat public-privé. 3 semaines d'études et de visites de terrain au bout desquelles ces chercheurs pourront s'inspirer du savoir-faire américain dans le domaine de l'agriculture, une nouvelle expertise qu'ils vont bien mettre au profit de leur pays. Direction Matam, dans le nord du Sénégal, où un coup de pouce vient d'être donné au métier de la mécanique automobile, de la maçonnerie et de la plomberie. Les acteurs évoluant dans ces secteurs ont reçu en effet de la direction de l'apprentissage du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle des lots d'équipement, et c'est en partenariat avec la coopération luxembourgeoise, nous dit Moussa Thior. En cette matinée de vendredi coïncidant avec la cérémonie de remise d'équipement, ils étaient nombreux les maîtres d'apprentissage qui s'étaient donné rendez-vous à la chambre de métiers de Matam. Constitués de corps de métiers que sont la mécanique automobile, la maçonnerie et la plomberie, ces artisans n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Donc aujourd'hui, je formule vraiment mes remerciements à l'endroit du ministère de l'enseignement technique professionnel. C'est un grand jour pour moi. Les artisans qui ont bénéficié de cet outil. Et demain, Inch'Allah, des autres vont bénéficier même ou bien plus. La formation ne doit pas souffrir de rupture et de discontinuité. Aussi bien le maître que le parent et les autres acteurs doivent se mobiliser pour permettre que cette formation se tienne et que le taux de qualification des jeunes puisse augmenter. Dans leurs discours respectifs, la directrice de l'apprentissage du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ainsi que le chef de l'exécutif régional, ont appelé les maîtres artisans à plus d'abnégation dans le travail, mais surtout l'entretien du matériel pour une bonne formation des apprenants. Ce matériel que le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, avec l'appui de la coopération luxembourgeoise, met à votre disposition, devra vous permettre de renforcer la productivité et améliorer la qualité de la formation à l'endroit des jeunes apprenants. Le gouvernement du Sénégal a décidé de mettre en place ce programme qui est piloté par la direction de l'apprentissage, qui consiste à réorganiser le secteur et à mieux professionnaliser vos métiers. Cette cérémonie organisée avec l'appui de la coopération luxembourgeoise est un jalon posé allant dans l'intégration de l'apprentissage traditionnel dans le dispositif global de formation professionnelle et technique. Moussa Thior de Matam, nous nous rendons dans la cité religieuse de Porokhane, dans la région de Kaolack. Cette localité qui draine chaque année des foules immenses venues se recueillir auprès de la mère du fondateur du mouridisme a besoin d'infrastructures. Le renforcement du réseau routier et l'électrification demeurent prioritaires et il s'agit d'accompagner le développement d'une cité en pleine extension. Aline Badarakan. Porokhane, un chef-lieu de communauté rurale en constante extension, la cité de Mandiara Bousso attire du monde. Des constructions sortent de terre dans tous les quartiers. À l'image de Touba, beaucoup de fidèles veulent obtenir un toit à Porokhane. Parce que c'est un village mouride, donc tout village mouride appartient à Cheikh Ahmad Bamba. Et c'est lui qui avait dit que qui est à Porokhane, quelle que soit la durée, je te trouverai à Porokhane ou bien tu me trouveras à Porokhane. Chacun souhaite avoir un domicile à Porokhane. Cette extension rapide de la cité, sans compter l'accueil de ces milliers de fidèles, pose sur la table la question des infrastructures. L'éclairage public et la voirie urbaine restent une priorité pour les habitants de Porokhane. Une ville en parfaite en extension a besoin de quelques infrastructures. Je peux citer les routes qui allent vers Porokhane, aussi l'extension en électricité ou bien en adduction d'eau. Des rues noires de monde, Porokhane a l'un des plus forts taux de densité au Sénégal, le temps du Magal. Une situation exceptionnelle qui nécessite des mesures exceptionnelles pour le bien-être de ses pèlerins et des résidents de Porokhane.
Des élèves récompensés par l'Association sénégalaise des professeurs de français. Ils ont été sélectionnés, ces élèves, l'année dernière à la suite d'un concours de poésie et de nouvelles. La cérémonie a eu lieu hier au Centre culturel Blaise Senghor et elle entre dans le cadre de la célébration de la 15e de la francophonie. Seynabou Diokhane. Relève la tête Afrique mère, écoute ton cœur battre. Nourris les cœurs de tes fils de ta tendresse. Quelques vers pour illustrer la grande créativité des élèves primés à l'issue du concours de poésie et de nouvelles initiées par l'AFPF, l'Association sénégalaise des professeurs de français. Monsieur Guimara est venu donc nous présenter donc le concours sur la Renaissance africaine. J'ai eu l'idée donc de jouer avec le mot et par la suite on m'a appelé pour me dire que je fais partie des lauréats. Nous avons comme objectif pour ces deux concours d'abord de susciter le goût de l'écriture et de la créativité. Nous sommes dans un système scolaire où les élèves ont beaucoup de talent et nous avons pensé que certainement souvent on ne les exploite pas. Et depuis l'année dernière, nous avons initié avec le réseau des clubs de littérature un concours d'écriture de nouvelles et de poésie. Et nous avons eu pratiquement dans toutes les régions une participation. Pour être dans l'air du temps, une dictée SMS a aussi été organisée par les professeurs de lettres. Là aussi, le lycée de Pikine s'est illustré de fort belle manière. Je suis très contente, je peux dire, et fière de moi-même. Parce que j'ai eu l'habitude d'écrire des textos, mais en abrégé. Par exemple, caractère. Un caractère normal, C-A-R-A-C-T-E, accent grave, R-E. Mais s'il y a un caractère SMS, on peut écrire C-R-C-T-R. La francophonie bien comprise est d'abord l'affaire des professeurs de français qui la nourrissent au quotidien, la font aimer au plus grand nombre de jeunes et assure ainsi sa pérennité. À travers cette cérémonie de remise de prix, l'AFPF participe à la célébration de la 15e de la francophonie. L'association a également récompensé des professeurs de lettres à la suite d'un concours d'élaboration de fiches pédagogiques sur les 10 mots de la francophonie. Avant de boucler ce journal, le président Abdoulaye Wade a rencontré cet après-midi ses collaborateurs de la présidence. Cette cérémonie d'hommage qui a eu pour cadre la salle des banquets a été riche en témoignages et remerciements de part et d'autre. Khalisek nous en dit un peu plus. Le personnel civil et militaire de la présidence de la République était là à la salle des banquets. Après 12 années, le président de la République se sépare de ses collaborateurs. Un personnel qui a eu droit à la reconnaissance de Maître Abdoulaye Wade. Le peuple sénégalais vient de décider de l'issue de l'élection qui s'est terminée en ce mois de mars. Il a décidé de placer à la tête de l'État un autre citoyen, M. Macky Sall. J'ai respecté la décision du peuple souverain et par conséquent, je dois laisser la place à mon successeur. Auparavant, je voudrais vous féliciter tous pour le travail remarquable que vous avez fait sous mes ordres, sous ma direction, dans cette grande machine qui est la présidence de la République. Une machine bien complexe, mais parfaitement maîtrisée par chacun d'entre vous en ce qui le concerne. Vous avez été des agents de l'État modèles dans l'efficacité, le dévouement. Et nos compatriotes disent que nous avons fait un excellent travail. Encore une fois, je suis très fier de nos résultats. La vie est ainsi faite, c'est une loi biologique qui veut qu'on ait en grandi, en mort. Et nous tous, nous sommes de passage. J'espère que vous restiez beaucoup plus longtemps que moi, même à la tête des services qui vous ont été confiés. En tout état de cause, je voudrais à chacun d'entre vous souhaiter, après moi, une très bonne carrière, vous souhaitez une longue vie, souhaitez une très bonne santé
à vos familles. Après Maître Abdoulaye Wade, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, et son collègue directeur de cabinet du président de la République ont respectivement témoigné à Maître Abdoulaye Wade de toute la gratitude du personnel. Aujourd'hui, je suis fier et je partage cette fierté avec tout le monde ici d'avoir servi à vos côtés, d'avoir servi l'État et les institutions que vous incarnez. Le personnel donc ici rassemblé vous témoigne de sa gratitude et vous manifeste ses remerciements. Il est fier de la manière dont vous nous avez couverts. Il est fier de la manière dont vous avez si dignement incarné les hautes fonctions du président de la République. Je pense que la République du Sénégal a, avec sous votre magistère, connu un saut qualitatif dans tous les domaines, mais en particulier, vous avez imprimé une nouvelle forme de management que tout le monde aujourd'hui va méditer pendant longtemps encore. Monsieur le Président de la République, je ne vais pas être long pour exprimer tout ce que nous ressentons aujourd'hui, mais je dirais seulement que c'est difficile de vous quitter. Parce que vous avez été un père, vous avez été un grand homme d'État, vous avez été quelqu'un qui savait lire entre les lignes, qui savait regarder et comprendre ce que les gens ressentaient. Je pense qu'il ne nous reste qu'à vous dire merci. Monsieur le Président de la République, nous sommes des hommes fiers et complets de vous avoir servi pendant tout le temps que vous étiez au pouvoir. Mais ainsi, Dieu en a décidé. Et je voudrais me souvenir de ces mots de l'écrivain Kipling, anglais, qui disait que pouvoir, puissance, cité défient le temps aussi longtemps que les fleurs qui meurent chaque jour, mais comme des boutons bourgeonnent pour de nouveaux hommes, de la terre épuisée et méprisée renaissent les cités. Je vous remercie. Au terme de ces allocutions et autres mots de remerciement, ce fut une séance de photos pour immortaliser ces très forts moments. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera aux environs de 23h30 avec Ibrahim Mboup. Merci de votre fidélité. Bonsoir.